Sur un terrain de jeu, ce ne sont pas seulement des ballons qui sont disputés, mais bien des sphères d'influence. Tout à fait. Une simple frappe, même si elle est manquée, peut redéfinir tous les équilibres de pouvoir. Et une victoire à l'extérieur, ce n'est jamais juste une victoire sportive, c'est une projection de puissance. En territoire étranger. Exactement. Ce soir, Europe, la diplomatie du crampon. Le cadre, pour commencer, on est en Grèce. Le stade Karaiskakis du Pirée, un véritable chaudron. L'enjeu officiel, c'est une qualification en Ligue des Champions. Officiellement, oui, mais en réalité, c'est bien plus que ça. C'est une confrontation entre l'Olympiakos, la puissance locale, un bastion de l'identité grecque. Et en face, le Bayer Leverkusen, le symbole de l'ambition de l'organisation allemande. Un choc de culture, oui. Et au-delà de cette affiche, nos sources nous amènent à nous concentrer sur un acteur. Un homme qui, ce soir-là, était autre chose qu'un footballeur. L'international algérien du Bayer, Brahim Maza. Maza a été en fait l'élément central de la stratégie de Leverkusen, mais pas de la manière qu'on attendait. Il n'a pas joué comme un simple milieu de terrain. Il a opéré comme... Comme quoi ? Comme un véritable agent de déstabilisation. Agent de déstabilisation. Le terme est fort. Ça vient du renseignement, ça. Concrètement, sur un terrain de football, ça veut dire quoi ? Qu'il court plus que les autres, qu'il provoque ? Non, c'est beaucoup plus subtil. Ça veut dire qu'il refuse de jouer selon les codes attendus. C'est-à-dire ? Un défenseur, il est entraîné à lire des schémas, à anticiper des mouvements, prévisibles. Mais Maza, ce soir-là, a systématiquement brisé ces schémas. Comment ? Il quittait sa zone, il se déplaçait dans des espaces improbables pour un milieu. Tantôt à droite, tantôt au cœur de la défense, chaque mouvement était une question posée au bloc grec. La question étant, me suivez-vous ? Voilà. Me suivez-vous ? Et donc vous abandonnez votre poste. Ou vous me laissez de l'espace, et là je deviens une menace. Il ne les attaquait pas physiquement, il les attaquait mentalement. Je vois l'idée. C'est une sorte de guérilla tactique. Mais bon, pour qu'une guérilla soit efficace, il faut qu'elle inflige des dégâts. Or, son action la plus mémorable, tout le monde s'en souvient. La frappe sur la barre. Exactement. Cette frappe surpuissante, magnifique, qui s'écrase sur la transversale, c'est superbe pour les ralentis, mais au final, le résultat est nul. C'est la définition même d'un coup d'éclat stérile, non ? C'est là que nos lectures divergent. Vous voyez un échec, un tir manqué. Moi, je vois une opération psychologique parfaitement réussie. Une opération psychologique ? Allons, on parle d'un tir qui ne rentre pas. On ne surintellectualise pas un peu un geste que des centaines de joueurs tentent chaque week-end. Mais pensez à l'impact, pas au résultat brut. C'est-à-dire ? Le bruit du métal qui tremble dans tout le stade, le silence collectif qui s'installe juste après. Pour la première fois du match, ce bastion, cette forteresse réputée imprenable, apparut vulnérable. Le message envoyé à la défense et aux 30 000 spectateurs, il est très clair. Même à 30 mètres, sans prévenir, nous pouvons faire trembler les fondations de votre forteresse. Ce n'est pas un but manqué, c'est une démonstration de force. Et ça installe le doute. Exactement, ça force l'adversaire à se surprotéger, à reculer, même inconsciemment d'1 mètre ou 2. Cette frappe n'a pas rapporté de but, mais elle a complètement modifié l'espace-temps tactique du match. D'accord, je veux bien vous suivre sur ce terrain de la guerre psychologique. Donc, pendant que Leverkusen et Makeza s'adonnent à ces manœuvres, l'Olympiakos, lui, il ne semble pas s'embarrasser de tant de subtilité. Pas du tout. Il a frappé le premier, et de manière très, très directe. Par l'intermédiaire de son point d'ancrage, de son symbole de puissance, Ayoub El Kaabi. Surnommé le lion de l'Atlas. Le surnom seul est une déclaration d'intention. Et la concrétisation est à la hauteur. Une tête. Nette, puissante, décisive. Il n'y a pas de fioriture, pas de message caché. C'est une affirmation de souveraineté classique, quoi. Le message est d'une clarté brutale, oui. Vos stratégies, c'est bien joli. Ici, c'est notre territoire. Et sur notre territoire, c'est la force qui dicte les règles. La réponse la plus primaire et peut-être la plus efficace à la ruse ? C'est une réponse de puissance établie, en effet, une capitalisation sur un moment de domination pour réaffirmer son autorité. La doctrine classique. Mais c'est précisément là que cette doctrine a montré ses limites ce soir-là. Comment ça ? C'était un piège. Et ils sont tombés en plein dedans. Un piège ? Pardon, mais à ce moment-là, ils mènent 1-0, le stade est en fusio, l'adversaire n'a cadré aucun tir. Je ne vois pas le piège, moi. Je vois une équipe qui prend logiquement le contrôle. Ils ont l'avantage tactique, oui.
au tableau d'affichage, mais pas l'avantage stratégique. Le véritable piège de ce but, c'est qu'il a validé leur approche. Il les a convaincus que leur méthode traditionnelle fonctionnait. Il les a confortés dans leur idée. Il les a bercés dans une fausse sensation de sécurité. Ils ont pensé, on a résisté à leur tentative de déstabilisation et on a marqué. Continuons comme ça. Le problème, c'est qu'ils ont cru être dans un combat de boxe, à répondre coup pour coup. Sauf que Leverkusen ne jouait pas à la boxe. Non, ils s'étaient engagés dans une manœuvre d'infiltration. L'Olympiakos a gagné une bataille, mais ils n'ont pas compris la nature de la guerre qui leur était menée. Donc, si je vous suis, ils ont continué à renforcer les murs de leur forteresse, à monter la garde sur les remparts, C'est une image parfaite. sans voir que l'ennemi était déjà en train de creuser des tunnels sous leurs pieds. Exactement. Ils ont répondu à une menace non conventionnelle avec une solution conventionnelle. Et ce but leur a donné l'illusion que ça suffisait. Et inévitablement, le sol s'est effondré. Le point de rupture est arrivé. Voilà. Et il est porté par un homme, Patrick Schick. L'exécuteur. Mais si on suit votre logique, il n'est que l'arme qui porte le coup de grâce. Il n'arrive qu'à la fin. Il est l'aboutissement du plan. Schick n'est pas un héros solitaire qui sauve la situation. Il est l'instrument chirurgical d'une machine parfaitement coordonnée. Il frappe précisément là où la structure a été fragilisée en amont. Son efficacité n'est possible que grâce au travail de sape de Mazza. C'est ça. Le système a créé les conditions de l'exploit individuel. Alors, décrivez-moi cette exécution. Le premier but. Comment cette faille cognitive que vous évoquiez se matérialise-t-elle à ce moment précis ? C'est fascinant quand on le décompose. L'action part d'une passe de Boucaud, mais ce n'est que la fin. Juste avant, regardez la défense grecque. Un défenseur central est légèrement hors de position. Pourquoi ? Il est attiré par un appel d'un autre attaquant. Normalement, un autre joueur compense. Mais là, le milieu défensif hésite. Une fraction de seconde. Et pourquoi il hésite ? Parce qu'il a passé 60 minutes à se soucier des déplacements imprévisibles de Mazza, son cerveau était programmé pour gérer une menace diffuse, et au moment où une menace directe et simple apparaît, il y a un micro-temps de retard. C'est ça, la faille cognitive. C'est ça. Boucaud voit cette hésitation et il lance sa passe dans cet intervalle. L'action est rapide, chirurgicale. Elle exploite une brèche qui n'existait pas physiquement une heure auparavant, mais qui a été créée mentalement. Et Schick n'a plus qu'à conclure dans une défense désynchronisée. Vertigineux. Et le deuxième coup arrive presque immédiatement après. Ce n'est pas un hasard. Surtout pas. C'est une doctrine militaire classique, le choc et stupeur. Le premier but crée la brèche et la panique. Il anéantit la confiance qu'ils avaient acquise. L'adversaire est sonné. Il ne comprend pas ce qui se passe. Et c'est à ce moment précis, avant qu'il n'ait le temps de se réorganiser, que le deuxième coup est porté. Une tête. Simple, efficace. 2 buts en 3 minutes. Ce n'est plus une bataille. C'est une annexion. Le match est terminé. Le rythme de l'enchaînement est aussi important que les buts eux-mêmes. Il détruit toute capacité de résilience psychologique. Une exécution si efficace qu'elle en devient presque froide. Il n'y a pas la passion, la furia qu'on associe au football du Sud. C'est méthodique, planifié. Totalement. Et quand on y pense, un Tchèque Schick qui finalise l'opération en Grèce pour une entité allemande, on ne peut s'empêcher d'y voir une métaphore de certaines dynamiques européennes, non ? Développé. La machine organisée transnationale qui vient s'imposer par l'efficacité technique face à la fierté et à la passion locale. C'est un peu cliché, mais ça colle parfaitement. C'est une métaphore puissante et les sources suggèrent qu'elle est juste. On assiste à la victoire d'un système intégré. Chaque joueur est un rouage au service d'un plan supérieur. Un plan qui tire sa force non pas de l'ancrage territorial, mais de sa rationalité, de son exécution clinique. Leverkusen n'a pas gagné parce qu'ils avaient plus de cœur. Non. Ils ont gagné parce que leur plan était supérieur, leur approche plus moderne et, il faut le dire, fondamentalement plus impitoyable. Au final, donc, une victoire allemande en terre grecque. Mais que reste-t-il de cette soirée au-delà du score ? La simple démonstration qu'une machine bien huilée peut venir à bout d'un bastion de fierté locale ? La chronique d'une efficacité annoncée ? Je crois que c'est un peu plus nuancé que ça. Je pense que cela nous montre que le talent individuel pur, le génie imprévisible incarné par Mazza ce soir-là, n'a de valeur que s'il est au service d'un système. D'un système plus large et plus puissant. Mazza était l'étincelle, l'artiste, l'agent provocateur qui a créé le chaos, mais la victoire, elle, a été scellée par la machine industrielle incarnée par Schick. Et l'un sans l'autre, ça ne fonctionne pas. Le système seul, trop prévisible, n'aurait peut-être pas trouvé la faille. Et le génie seul, trop désorganisé, n'aurait pas su l'exploiter. C'est l'alliance de la subversion et de l'organisation qui a été fatale. Le génie prépare le terrain et le système exécute la sentence. C'est peut-être la leçon la plus froide de cette confrontation.
La question qui demeure alors est celle-ci. Lorsque nous décortiquons ces confrontations, avec leurs stratégies d'usure, leurs opérations psychologiques, leurs conquêtes éclairs, assistons-nous encore vraiment à un sport ? Ou à la simulation de conflits futurs, une arène où les stratégies sont testées, les allégeances mesurées et où, peut-être, les nouveaux équilibres de pouvoir se dessinent sous nos yeux. Le football africain est en pleine crise. Mais attention, on ne parle pas d'un simple problème passager. Non, ce qu'on va décortiquer aujourd'hui, c'est une véritable implosion, une déliquescence structurelle qui ronge de l'intérieur la Confédération africaine de football, la fameuse CAF. Essayez d'imaginer ça une seconde. L'instance qui gère le sport le plus populaire pour plus d'1 milliard de personnes navigue complètement à vue, sans savoir où ni quand se joueront ses propres tournois phares. C'est juste stupéfiant. Et encore, ça c'est seulement la partie émergée de l'iceberg. Ce qui se trame en coulisses, c'est bien plus troublant. Parce que ce qui a éclaté au grand jour lors des derniers sommets, ce n'est pas juste une petite tension. C'est une institution qui est en train de craquer de toutes parts. On a dépassé le stade du simple désaccord, on est carrément dans la paralysie. Regardez bien ces symptômes. Ce ne sont pas de petits couacs administratifs. Prenons l'absentéisme stratégique. C'est un acte politique extrêmement fort. Quand des figures majeures boycottent une réunion, elles envoient un message limpide. On ne cautionne plus ce qui se passe. C'est la preuve d'une fracture béante au sommet. Et au cœur de cette tempête, on trouve un homme, Patrice Motsepe, le président de la CAF. Mais la vraie question, c'est quel est son rôle réel ? Pour beaucoup d'observateurs, sa présidence ressemble plus à une façade, une vitrine soigneusement entretenue, qu'un véritable leadership. On parle même d'un couronnement qui aurait été orchestré par la FIFA elle-même. Dans quel but ? Celui de projeter une image parfaite de réussite et d'unité, pendant qu'en interne, l'ambiance est à la mutinerie silencieuse. C'est un vrai double jeu. Et pour maintenir cette façade, il y a une méthode, la stratégie du bonbon. C'est assez simple en fait. On flatte, on distribue des compliments à tout le monde. Chaque tournoi, même raté, devient soudainement le meilleur de l'histoire. C'est une technique de communication brillante pour acheter la paix sociale, mais ça ne règle absolument aucun des problèmes de fond. Mais cette gestion de l'image, elle ne sort pas de nulle part. Elle sert surtout à cacher une réalité encore plus dérangeante, l'emprise de plus en plus forte de la FIFA sur le football africain. Et cette influence, elle a un visage, celui de Véron Mosengo-Omba. Le point clé ici, c'est vraiment la perception qu'on a de lui. Il n'est pas du tout vu comme un administrateur au service de l'Afrique, mais plutôt comme un agent de la FIFA, une sorte de courroie de transmission suisse. Cette image nourrit un sentiment très puissant de vassalisation. Et attention, là, on n'est plus dans la perception, on est dans les faits purs et durs. Le secrétaire général lui-même est en poste en violation totale des statuts de sa propre organisation. Il y a une limite d'âge, il l'a dépassée. C'est écrit noir sur blanc, tout le monde le sait, et pourtant rien ne bouge. Cette citation, elle est brutale, c'est vrai, mais elle est terriblement révélatrice. Elle exprime une fracture d'identité, un ressentiment profond au sein même de la CAF. Certains sentent que la gestion technocratique, importée, est en train de tuer l'esprit panafricaniste qui était à l'origine de l'institution. Maintenant, prenons un peu de hauteur. Parce que cette crise interne, c'est aussi le reflet d'une immense bataille géopolitique pour le contrôle du football sur tout le continent. En réalité, le pouvoir est hyper concentré. On a 3 nations, le Maroc, l'Afrique du Sud et la RDC, qui co-gèrent quasiment tout. Ce qui laisse les 51 autres fédérations sur le banc de touche. Le Maroc, en particulier, a pris une place énorme, ce qui commence à créer de sérieuses frustrations et la crainte d'une hégémonie. Et voilà le résultat concret de tout ce chaos politique. Pour les athlètes, le flou le plus total. Pour les supporters, des calendriers qui n'existent pas. Et pour l'histoire, des traditions sacrées, comme la CAN tous les 2 ans, qui sont sacrifiées sur l'autel des intérêts de la FIFA. Mais au milieu de tout ça, il y a un acteur, et pas des moindres, qui a décidé de taper du poing sur la table. Une légende du football, aujourd'hui président de la fédération camerounaise, Samuel Eto'o. Jusqu'ici, la direction de la CAF avait une technique bien huilée pour gérer les contestataires. On n'y va pas directement, on envoie des émissaires, des intermédiaires pour calmer les esprits et surtout, éviter le face-à-face. Sauf qu'Eto'o, cette méthode, il l'a balayée d'un revers de main, publiquement. En exigeant de parler de président à président, il n'a pas seulement refusé les intermédiaires. Il a attaqué de front toute la structure de management de Motsepe, en la jugeant tout simplement irrespectueuse. Et c'est là qu'il a sorti cette phrase devenue culte « Je suis Samuel Eto'o, fils ».
C'est bien plus qu'une simple pique personnelle. C'est une déclaration d'indépendance. C'est une revendication de la souveraineté africaine. Un message clair que le football africain doit être dirigé par des Africains et pour les Africains. On se retrouve donc à un véritable carrefour historique pour le football africain. Ce clash entre Eto'o et le système en place a mis un énorme coup de projecteur sur tous les dysfonctionnements. La belle vitrine s'est fissurée et maintenant on voit ce qu'il y a derrière. Une organisation sous tutelle de la FIFA, une direction qui ne respecte même pas ses propres règles et pour couronner le tout, la rébellion ouverte d'une de ses plus grandes icônes. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que ce n'est que le début. Cette confrontation a lancé une guerre de pouvoir qui va forcément redessiner l'avenir du foot sur tout un continent. Les prochains mois vont être absolument cruciaux. Et tout ça nous amène à cette question finale, qui est immense. Face à de telles fractures internes et à une telle pression extérieure, est-ce que la CAF a encore les moyens de se réformer en profondeur ? Ou est-ce qu'elle est tout simplement condamnée à s'effondrer ? Seul l'avenir nous le dira.